Bienvenue dans un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais démarrer ce vlog par l'extérieur. Voilà, il fait super beau aujourd'hui, on est samedi 6 avril et il fait 25 degrés. Et voilà, c'est un peu inédit. C'est la seule journée où il va faire beau comme ça. Après la pluie évidemment revient comme d'habitude. En attendant, ça fait trop plaisir de pouvoir être un peu dehors, de pouvoir enlever les pulls. Et je me suis dit que ça allait être sympa de filmer un petit peu comme ça à l'extérieur. C'est un avant-goût de l'été et je trouve ça plutôt cool. J'ai terminé un roman et donc je vais vous en parler. Donc il s'agit du tome 4 des détectives du Yorkshire. Donc c'est Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Alors je vais pas pouvoir vous en parler pendant des heures puisqu'il s'agit d'un tome 4. Et donc le but c'est pas de spoiler l'histoire. Alors ce tome-ci, je l'ai un peu moins aimé que les 3 premiers. Mon préféré reste toujours le deuxième. Celui-là, je dirais qu'il vient en dernier lieu pour le moment. C'est celui que j'ai le moins aimé. Pour autant, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Il m'a peut-être fallu un petit moment pour me mettre dedans. C'est vrai qu'au début, ouais, c'était un peu long peut-être pour se mettre dedans. Et puis pour finir, j'ai retrouvé l'engouement, j'ai retrouvé la joie de retrouver les personnages et finalement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, le dénouement, etc. C'est toujours drôle. Il y a toujours... alors, c'est quand même assez dramatique puisque, ici, il y a un meurtre. Donc, on retrouve un cadavre dans un canal. Et puis, il y a aussi un empoisonneur d'animaux domestiques qui sévit dans le petit village de Buncliffe. Bruncliffe, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est en Angleterre. Et... donc voilà, forcément, ça c'est pas trop drôle, mais disons que la façon dont l'histoire est tournée, il y a des joutes verbales, etc., des situations rocambolesques qui pour autant sont plausibles, je trouve, et ce qui m'a amené moi plusieurs fois à avoir un sourire aux lèvres en lisant ce roman. Comme dans tous les tomes des détectives du Yorkshire, en tout cas dans les 4 premiers, vous avez une enquête principale et puis une enquête secondaire. L'enquête principale étant dirigée sur Samson, donc le personnage principal. Je viens de me faire couper la chic par mon téléphone qui sonnait, du coup je ne sais plus ce que je vous disais. Je pense que je vous parlais des 2 intrigues. L'intrigue principale qui tourne autour de Samson, donc c'est le héros principal de l'histoire. Et puis il y a une intrigue secondaire qui tourne autour d'un empoisonneur d'animaux domestiques. Voilà. Je pense que je vais pas vous en dire plus par rapport à ce roman. Ah oui, il y a aussi un espèce de fil rouge depuis le premier tome où il y a un personnage dans l'histoire. On comprend qu'il est pas bon en fait, que c'est quelqu'un de mauvais, mais on sait pas encore trop ce qu'il fait. On suppose qu'il y a un trafic, enfin là ça devient quand même un petit peu plus clair, mais voilà, il n'est pas encore percé à jour, c'est en toile de fond, donc je suppose que vers la fin des tomes, on découvrira exactement qui est cette personne, et enfin en tout cas, ce qu'il fait de mauvais. Voilà par rapport à ce 4e tome, saga que j'aime toujours autant, que je vous conseille. Ce sont des cozy mystery vraiment très très chouettes, comiques, mais plausibles et pas cuculapraline ni rien. C'est vraiment, ce sont les seuls en tout cas cozy mystery moi que j'apprécie et je suis très difficile, donc voilà, je vous les conseille vraiment. Du coup, après cette lecture, je me suis lancée dans un Joël Dicker, donc celui que j'avais très très envie de lire, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc je crois que c'est le tout premier Joël Dicker, il me semble que c'est son premier roman. Je suis pas hyper loin, je suis à la page 124 en sachant qu'il y a 850 pages, donc voilà, pas prête de l'avoir fini, on est sur la bonne bricasse. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup et j'ai tout le temps envie d'y revenir. Je trouve ça assez étonnant parce qu'en soi, je n'apprécie pas plus que ça son style d'écriture. Voilà. Je dis pas que c'est bon, pas bon, ni quoi que ce soit, mais c'est pas un style d'écriture que moi j'aime bien habituellement. Je trouve que la plume est assez froide et vraiment dépourvue de sentiments. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est... ouais, j'accroche pas trop avec la plume.
Et pourtant, bah, j'ai envie d'y retourner tout le temps et je trouve ça assez passionnant, j'aime vraiment beaucoup. J'ai pris une petite annotation parce que je trouve qu'il y a des choses à retenir dans ce roman. Alors il parle, le personnage principal de son histoire est écrivain. Et du coup, bah ça me parle forcément. Et cet écrivain a sorti un best-seller, donc il a écrit son premier roman. Il l'a vendu à des millions d'exemplaires. Il était, enfin voilà, il a eu une ascension assez fulgurante. Et là, il doit rendre un second manuscrit. Dans son contrat, voilà, il a signé pour 5 manuscrits. Le souci, c'est que bah, ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a rien écrit. Et c'est la page blanche. Il ne sait plus écrire. Il n'a plus d'inspiration. Vraiment, il bloque complètement. Et moi, ça me parle puisque bah, moi, ça fait aussi très longtemps que j'ai pas écrit. Et clairement, je suis pas prête de m'y remettre non plus. Alors que j'ai quand même écrit, je crois que c'est 6 ou 7 romans, je sais même plus. Ce qui est quand même pas mal. Et là, ça fait très très longtemps que je n'ai plus rien écrit. Et du coup, ça me parle un peu parce que ben, je suis curieuse en fait de voir comment il va s'en sortir par rapport à cette page blanche. Et voilà, je vais pas vous en dire plus pour le moment, je vais attendre d'avancer quand même un petit peu, peut-être de le terminer pour vous en reparler. Mais voilà, je le trouve assez intéressant. Par contre, le personnage donc principal, Marcus, donc l'écrivain, ben j'aime pas trop hein, ce personnage. Alors en général, on s'attache quand même assez vite dans les romans au personnage principal. Le but c'est que tu amènes le lecteur à avoir de l'empathie pour le personnage principal, à développer une espèce d'attachement. Mais bon en fait j'aime pas du tout ce personnage, il m'horripile, j'aime pas sa personnalité, j'aime pas sa façon d'agir. C'est vraiment pas quelqu'un dans la vie de tous les jours que j'aimerais fréquenter, voilà. Je sais pas si c'est voulu ou pas de l'auteur, je sais pas, je vais attendre de voir un petit peu. J'ai aussi peur de comment il traite les femmes dans son roman. Pour le moment, il n'y a pas tellement de femmes qui interviennent dans l'histoire, à part la maman de l'écrivain. Sinon, il n'y a pas tellement de femmes qui interviennent. Voilà, j'espère que c'est pas comme dans l'énigme de la chambre 622, où là vraiment, je trouvais que c'était un roman qui était très misogyne. Donc j'espère ici que ce sera pas le cas. Je vais attendre de voir. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de femme dans l'histoire, donc je sais pas vous dire, ça tourne vraiment autour d'hommes essentiellement. Donc voilà, on verra. Voilà par rapport à cette petite vidéo introductive de ce vlog, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler aquarelle. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé d'aquarelle. C'est vrai que je suis restée un bon moment sans en faire. Là, j'en refais depuis quelques temps et j'avais envie de m'acheter de nouvelles couleurs. J'ai donc passé une commande sur le site Les Couleurs VF, donc c'est une marque française. Ils font leurs aquarelles elles-mêmes et je les vois passer depuis très très longtemps, entre autres sur la chaîne de Caro Fromouland qui utilise ces aquarelles. Ça me faisait très très envie depuis un bon moment. Et là en fait j'ai acheté un set de 6 aquarelles. Alors je vous avoue j'ai pris un set parce que je pensais qu'il y avait la boîte en métal comprise dans le set. Donc moi je m'étais dit voilà, je vais avoir la petite boîte, je vais mettre mes 6 aquarelles dedans, ça va faire mon petit set. C'était le set hiver. Et en fait, il n'y avait pas la boîte comprise dedans, donc je me retrouve avec 6 godets, enfin demi-godets, et j'ai plus de place dans ma palette. Donc j'ai une palette, je vais vous la montrer, j'ai une palette Sennelier, voilà, que j'ai achetée il y a, je pense que ça fait 2 ans maintenant que je l'ai achetée. Et donc c'est une palette où vous pouvez mettre, je pense que c'est 24 demi-godets, et en fait, ben voilà, elle est quasiment complète. Donc là, en fait, je sais en mettre 3 encore. Parce qu'en fait, les godets, les couleurs VS sont un peu plus grands que ceux-ci. Donc je sais encore en mettre 3, mais pas plus. Et voilà, du coup, j'ai passé commande sur Amazon pour une palette vide. J'ai pris une palette en métal Winsor & Newton. Voilà, je savais pas trop quoi prendre. J'avais pas envie de prendre un truc de mauvaise qualité. Donc j'ai pris une palette qui était quand même un peu plus chère. Mais bon, t'es censé quand même garder ta palette toute ta vie ou presque. Donc je me dis, voilà, j'ai pris une plus grande palette et je la dédierai aux couleurs VF. J'en rachèterai si jamais je suis convaincue par les couleurs. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc je dis c'était le set hiver qui se composait de cette couleur. Donc c'est Agapante. Donc c'est un très joli violet. Donc moi je n'avais pas de couleur violette. Je devais à chaque fois les faire moi-même, du mauve. Et en fait c'est pas si évident que ça à faire, je trouve, du mauve. Alors j'y arrivais, mais c'était jamais un mauve vif. C'était toujours un mauve assez terne et ça m'embête. Du coup là j'ai pris un set avec plusieurs mauves. Donc là il y a la couleur giroflée qui est également un violet...
Voilà, celui-ci, je vais vous montrer, je vais vous faire des swatchs sur une feuille, je trouve que ça sera plus parlant. Il y a également celui-ci, donc c'est Bougainvilliers, qui est aussi un violet, mais un peu, qui tire un peu plus sur le rose. Ensuite, ça c'est une couleur que, c'est une palette, enfin c'est un set hiver, mais je trouve quand même que ça va bien pour l'été et le printemps. Il y a la couleur glacier, et je pense que cette couleur, pour faire un ciel vraiment clair, je pense que ça pourrait très très bien convenir. J'ai pas du tout de couleur comme ça, donc ça m'arrange. Il y a cette couleur mer de glace, qui est un très beau turquoise. Et puis il y a finalement cette couleur que je trouve vraiment belle, c'est la couleur Cassiopée et qui est en fait un doré. Donc celle-là, j'ai vraiment hâte de la tester pour voir si son opacité est assez bonne. Je vais faire des petits swatchs et je vais vous montrer ça. J'ai également pris deux pinceaux. En fait là, les couleurs VF ont sorti des pinceaux en collaboration avec Léonard. Et il y en avait 3, non 4. Il y a 4 pinceaux, j'en ai pris 2. J'ai pris celui-ci, donc c'est le pinceau numéro 6. Voilà. C'est un pinceau, je pense que c'est imitation martre, je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais je n'en avais pas des numéros 6 et j'ai pris celui-ci, donc c'est un 2/0. Donc là c'est un pinceau spécial pour l'aquarelle, ça s'appelle Lavis. Je sais pas si ça se dit Lavis ou Lavis, mais vous savez c'est les pinceaux qui retiennent assez bien l'eau pour vraiment spécial pour l'aquarelle. J'en ai déjà un comme ça, c'est celui-ci. Qui est celui-là, c'est un Raphaël 3/0 et en fait, voilà, pour faire une petite comparaison entre les deux. Donc voilà, j'ai trouvé joli, j'aime bien la couleur des manches, bon, c'est un peu gadget, hein, mais voilà, j'avais envie de passer commande de nouvelles aquarelles, du coup je me suis dit que j'allais prendre ces deux pinceaux-là, et donc je vais vous faire des petits swatchs pour vous montrer ça. Je vais commencer par la couleur Agapante, qui est donc un violet. Un violet qui est vraiment très joli, j'avoue. J'aime vraiment beaucoup. Et je teste en même temps ce nouveau pinceau. Je vais passer à la couleur Bougainvilliers. Elle est très sympa aussi cette couleur. Et les pinceaux sont vachement bien, hein. J'avoue, ils retiennent bien l'eau. C'est bien pigmenté, ouais, j'aime bien. Alors je passe à la couleur Giroflée. C'est typiquement le genre de violet que je cherchais, celui-là, donc je suis très contente. Il est vraiment beau. On peut faire des belles fleurs avec ce genre de couleur, j'aime vraiment bien. Je passe à la couleur Mer de glace, qui est vraiment super beau. Par contre, ici, j'ai déjà une couleur qui ressemble pas mal à celle-là dans mes couleurs sennelier. Je vais essayer de voir après à laquelle ressemble pour voir vraiment la différence. Alors la couleur glacier qui est un très joli bleu très pâle, et celui-là c'est vrai que pour faire les ciels et tout ça, il est vraiment pas mal je trouve. Et finalement la couleur dorée, elle n'est pas hyper pigmentée malheureusement. Ouais, c'est assez léger, j'avoue, je suis un peu déçue de celle-ci. Elle n'est pas hyper... Celle-ci est pas terrible je trouve. On voit qu'il y a du doré, des paillettes, etc. Mais j'avoue que c'est pas dingue. Moi j'en attendais mieux. Il faut voir en séchant, mais là comme ça j'en attendais mieux. Et alors par rapport à cette couleur, j'avais... Ah ouais, ça ressemble très fort. Ouais, en fait c'est exactement les mêmes couleurs. Donc je me retrouve avec vraiment des dupes. Alors celle-ci c'est une sennelier et celle-là c'est les couleurs VF. Bah c'est exactement les mêmes quoi. C'est vraiment exactement la même teinte. Par contre pour les autres, bah oui voilà, je l'ai pas. Donc c'est un peu con, j'ai un dupe. Sans le vouloir. Mais bon, la couleur dorée là, peut-être qu'il faut faire plusieurs superposés, attendre que ça sèche, je sais pas. Là c'est vrai que si on en met un peu plus, là, je trouve que c'est quand même pas foufou. Je suis un peu déçue quand même de celle-là. Les autres sont très belles. Après je crois quand même que par rapport aux couleurs sennelier,
Je crois que Sennelier c'est quand même vachement mieux. Mais bon, voilà pour les petits swatchs. J'ai craqué pour des nouvelles couleurs Sennelier. Voilà, il me manquait vraiment certaines teintes et du coup j'ai passé une petite commande sur le site de Aquarelle et Pinceau. Et j'ai pris toutes ces couleurs, donc j'ai pris toute la marque Sennelier parce que je trouve vraiment qu'elles vont super bien ces couleurs. Alors j'ai pas testé d'autres marques à part les couleurs VF, mais vraiment Sennelier voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai pris 3 jaunes, alors je sais pas trop quelle est la différence entre tous ces jaunes, mais en fait le jaune c'est une couleur que j'utilise énormément. Et j'aimerais bien garder un godet propre parce que je vous montre celui que j'ai. Donc ça c'est mon godet jaune, donc c'est du jaune primaire que j'utilise pour faire mes mélanges. Et en fait bah il est tout le temps sale quoi. Voilà, comme j'utilise, je trempe mon pinceau qui est pas toujours spécialement propre forcément, mais ça lui donne, la couleur est polluée si vous voulez. Donc celui-ci j'aimerais bien le garder en tant que couleur vraiment pas polluée quoi, une belle couleur. Donc voilà, il y a le jaune citron, le jaune Sennelier clair et ensuite j'ai pris du vert olive, vert jaune brillant, vert anglais clair parce que j'utilise principalement du vert pour faire mes aquarelles, en tout cas pour le moment. Et puis j'ai pris voilà de l'aquarelle en tube. Donc en fait celui-là c'est le jaune primaire, hein, c'est toujours le même, le 574 chez Sennelier. Et c'est pour remplir mon godet quand il sera vide. Voilà, parce que je compte pas faire 50 commandes sur Aquarelle et Pinceau. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Parce qu'il faut savoir qu'en Belgique les frais de port sont de 10 €. Donc ça coûte 10 € pour faire livrer uniquement ça. Donc en plus c'était un colis vraiment pas lourd. Je trouve ça un peu cher. Et finalement j'ai pris celle-ci. Donc c'est un noir d'ivoire. J'espère qu'il sera bien pigmenté et bien foncé parce qu'en fait là dans ma palette j'ai comme couleur foncée, vous voyez ces deux là, donc là c'est un sépia et là c'est je sais plus c'est quoi son nom mais c'est un vert foncé. Le sépia ben en fait je l'avais utilisé pour foncer vraiment mes couleurs mais en fait il n'est pas si foncé que ça. Ça c'est ma feuille de swatch. Comme vous voyez ça c'est le sépia, il est pas hyper pigmenté en fait. Enfin je trouve que voilà dans le godet on a l'air de penser que c'est très pigmenté mais en fait pas tellement. Donc voilà, j'ai pris un noir d'ivoire, je verrai bien ce que ça donne. Je vais réorganiser ma palette. Donc ça c'est ma palette Sennelier qui est dégueu mais en fait je la nettoie jamais parce que bah, ça sert à rien de nettoyer une palette d'aquarelle parce qu'en fait je réutilise tout le temps les mêmes mélanges. Je vais la réorganiser. Vraiment mettre les jaunes ensemble, les verts ensemble, me refaire une petite feuille de swatch, voilà, vraiment efficace. Je vais pas avoir assez de place parce qu'il me reste pas assez de place, mais du coup j'ai acheté une autre palette Winsor et Newton que, ben voilà, tant pis je compléterai avec cette palette là. Mais donc voilà, je vais réorganiser ça maintenant. Pour les swatchs, alors dans les nouvelles couleurs que j'ai donc achetées, il y a celle-ci, ça c'est le jaune citron. Là donc j'ai fait 2 fois la même, hein, forcément c'était le jaune primaire. Ensuite il y a celui-ci qui est le jaune Sennelier clair. Le jaune citron il est vraiment chouette, c'est vraiment un jaune hyper vif, j'aime vraiment beaucoup. Il y a celui-ci donc qui était le vert jaune brillant, je pense que ça s'appelait comme ça. Et de fait il a un petit, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais il est vert, mais c'est vrai qu'il y a plein de sous-tons jaunes. Ensuite, il y a celui-ci qui est vert anglais, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et de fait, ça c'est une couleur que je cherchais vraiment beaucoup pour faire les champs. J'essayais à chaque fois de la reproduire, mais j'arrivais pas à avoir vraiment la teinte que je voulais. Et en fait, c'est exactement ça. Un vert couleur champ. Ensuite, dans les autres couleurs que j'ai acheté celle-ci. Ça, c'est le vert olive. Il est vraiment très beau. J'avais celle-ci qui ressemblait pas mal. Mais celle-ci tire plus vers le jaune et en fait je préfère nettement celle-ci. Donc je suis bien contente de l'avoir achetée. Et alors pour finir, bah, il y a le noir qui est ici et qui est pour le coup hyper pigmenté. J'aime vraiment beaucoup. Il va vraiment m'être utile celui-là. Et donc je pense que j'ai fait le tour de toutes mes nouvelles couleurs.
Voilà, je suis vraiment contente d'avoir acheté ces couleurs-là en plus. Je me dis que j'aurais dû prendre un brun supplémentaire parce qu'en fait je n'ai que celui-là en brun. Ouais, celui-là et alors le sépia. C'est vrai qu'il a, je l'ai mis dans les tons neutres, mais en fait c'est vrai il est quand même brunâtre. Mais j'ai pas beaucoup de brun et j'aurais dû acheter un brun. Mais enfin bon, tant pis. Pour une prochaine commande, je sais pas dans combien de temps, mais bon voilà. En tout cas, par rapport au swatch, ce que ça donne, c'est vraiment joli, ça donne vraiment envie. Du coup, ben là, je suis en train de peindre cette petite maison. Donc, c'est ma peinture en cours. Je l'ai commencé hier et donc je vais encore la poursuivre aujourd'hui. Donc voilà, moi je peins sur plusieurs jours parce que de toute façon, il faut attendre que ça sèche. Donc voilà, je l'ai commencé hier. Sinon, j'avais fait ça dans les jours, je sais plus quand j'ai fait ça. J'ai fait ça sur plusieurs jours en fait. Voilà, la semaine passée. Et donc, j'ai essayé de faire des myosotis. Pas évident à faire. Mais voilà, un petit paysage. C'était vraiment pour m'entraîner. J'ai fait ça aussi. J'ai essayé de reproduire des pissenlits. Une technique un peu plus floue, moins précise. Ça, c'est un bouquet que j'avais acheté de petites fleurs. Et donc, ça, c'est un vase que je possède. Et donc, j'ai simplement reproduit ce que j'ai chez moi. Et alors, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint ce paysage du Jura. Donc, c'est le belvédère des Quatre Lacs. En fait, je suis allée dans le Jura pendant les vacances de juillet et août et j'avais commencé à peindre certains paysages et puis j'ai laissé tomber, j'ai pas peint pendant plusieurs mois. Et j'avais laissé en fait cette page vide parce que là j'avais déjà peint un truc par rapport au Jura et donc du coup je me suis dit bah, c'est con de pas avoir poursuivi. Et du coup j'ai fait ce paysage et ma foi bah, c'est pas trop mal. Je trouve que c'est assez ressemblant par rapport à la photo. J'essaierai de vous mettre une photo pour que vous puissiez voir. Et voilà, je suis plutôt contente de ce que j'avais fait. Et une peinture que j'ai fait aussi il y a pas longtemps, donc ça c'était au mois de mars, c'est ce paysage. En fait c'est un paysage près de chez moi. Donc je vais régulièrement faire de la course à pied et je passe toujours par là. Et en fait je suis assez contente de ce que j'ai fait. Au début ça ressemble à rien, je me suis dit ça va vraiment être une catastrophe. Et au final, ben, ça ressemble très fort à la photo que j'avais faite. Et je suis vraiment contente, enfin voilà, je trouve que je trouve ça assez joli, voilà, je me lance des fleurs, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Ce qui a pas été facile, c'est de faire ça, parce qu'en fait, là, normalement, c'est un petit ruisseau. Et en fait, j'avais du mal à faire de la profondeur pour montrer que là, c'était des berges. Mais au final, quand je regarde comme ça, je me dis que c'est pas si mal fait, et qu'on voit quand même, je pense, ce que c'est. Donc voilà, par rapport à mes dernières aquarelles. Et coucou, je vous retrouve pour une petite chronique littéraire. J'ai terminé La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Donc c'est le premier... non, c'est pas le premier roman de Joël Dicker. Je crois que c'est son second. Mais je pense que c'est celui qui a eu le plus de succès. En tout cas, c'est avec celui-ci qu'on l'a connu, je crois, en tout cas. C'est le premier tome d'une espèce de saga, puisque j'ai cru comprendre qu'on allait retrouver les mêmes personnages que dans ce roman, dans les romans suivants. Donc il y a le livre des Baltimore et la disparition de Stephenie Meyer. Je pense qu'on retrouve les mêmes personnages dans ces romans-là. Alors c'est mon deuxième Joël Dicker. J'en ai déjà lu un il y a très longtemps. C'était l'énigme de la chambre 622 et j'avais pas forcément aimé ce roman. Il y avait beaucoup de choses qui m'avaient dérangée et entre autres la place de la femme et je trouvais que le roman était très misogyne. Il y a plusieurs choses avec lesquelles j'avais pas accroché parce qu'aussi le Joël Dicker rendait hommage à son éditeur décédé dans ce roman et je comprenais pas ce que ça venait foutre là et voilà, il y avait plusieurs choses vraiment qui m'avaient semblé lourdes et pas appropriées. Pour autant, il y avait quand même d'autres choses que j'avais appréciées. Je pouvais pas passer à côté du fait que c'est vrai qu'il avait l'art de tenir en suspense et de mener très bien une intrigue. Vu qu'il a sorti là tout récemment un nouveau roman qui s'arrache, j'ai pas eu envie d'acheter celui-là parce qu'il est trop cher, mais du coup je me suis dit bah allez, essaye un peu avec celui avec lequel il s'est fait vraiment connaître pour voir si ça te plaît ou pas, puisque vraiment il y a beaucoup d'avis positifs sur ce roman. Et en fait j'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment... Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup de cœur? Je pense quand même parce que j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Je pense que j'ai mis 5 étoiles sur Babelio parce que vraiment j'ai trouvé ce roman nickel, j'avais tout le temps envie d'y retourner. Il y a du suspense, c'est un thriller, mais c'est pas sanglant quoi, c'est pas glauque ni rien. J'ai vraiment beaucoup aimé et jusqu'à la fin, j'ai été surprise. Alors, ce qui est particulier dans ce roman, et je retrouve un peu ce qu'il y avait dans le livre L'énigme de la chambre 622, et je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas s'il fait ça dans ses autres romans,
Mais ici, on va suivre un écrivain qui a écrit un roman qui a eu énormément de succès. Et malheureusement, il est victime de la page blanche. Et il a l'impression qu'il sait plus rien écrire, qu'il est nul, etc. Et en fait, tout au long du roman, il y a des conseils d'écriture qui sont donnés. Puisque cet écrivain, donc Marcus Goldman, a un mentor, Harry Kéber, qui lui a vraiment tout appris par rapport à l'écriture, puisque Harry Kéber est un écrivain très célèbre. Et donc Harry Kéber, tout au long du roman, donne des conseils d'écriture à Marcus. Alors personnellement, ça m'intéressait, vu que j'écris des livres, ou en tout cas j'en ai écrit. Je n'écris plus, mais j'en ai écrit. Mais je suis toujours intéressée par l'écriture, puisque je sais qu'un jour je vais y revenir, je ne sais pas quand, mais je vais y revenir. Et du coup, moi je trouvais ça super intéressant. Après je me dis, quelqu'un qui n'écrit pas, qui n'en a rien à carrer et qui sait pas du tout son objectif d'être écrivain, est-ce que c'est judicieux de mettre des conseils d'écriture comme ça? Est-ce que vraiment ça pourrait, ça plaît aux gens? Je suis pas sûre. Et je trouve ça assez spécial, cette façon de faire tout au long du roman. Ici donc, pour l'histoire, si vous ne connaissez pas, si vous êtes comme moi, que vous êtes, vous arrivez 20 ans après la guerre, on va suivre donc Marcus Goldman, et Harry Kéber. Au début de l'histoire, donc c'est Marcus qui est le héros principal, qui est vraiment dans le creux de la vague, hein, il sait plus écrire, il doit pondre un roman parce qu'il s'est engagé à écrire, à faire éditer, je crois, 5 romans chez le même éditeur, et là il devrait fournir le 2e roman, et en fait il y a rien du tout qui sort. Du coup il va rendre visite à son ami Harry Kéber, écrivain très célèbre. Harry Kéber vit dans une maison, dans une petite bourgade, donc on est aux États-Unis, un endroit assez reculé. Il a une maison, une grande maison face à la mer, et c'est vraiment idéal pour écrire des romans. Donc Marcus se rend chez son ami Harry. Il y a un cadavre qui est retrouvé dans le jardin de Harry. Alors des ossements, hein, plutôt. Puisque Harry Kéber avait demandé à des jardiniers de venir planter des hortensias à un endroit bien précis de son jardin, et quand les jardiniers ont commencé à creuser, ils ont déterré des ossements avec un sac dans lequel on retrouve l'un des manuscrits de Harry Kéber, l'un de ses premiers manuscrits, celui avec lequel il s'est fait connaître. Et donc à partir de là, il y a toute une enquête qui est déroulée. On découvre à qui appartient ce squelette. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans, disparue il y a 33 ans. Et on va très vite comprendre que cette jeune fille, était en couple, était amoureuse de Harry Kéber, qui à l'époque, donc elle avait 15 ans, lui il en avait 33-34. Voilà, ils ont vécu une relation qui est pas forcément légale et qui pose question. Alors on pourrait croire que c'est un peu glauque parce que forcément elle a 15 ans, donc elle est plus un enfant, mais elle est pas non plus une femme, quoi. Elle est encore entre les deux, c'est l'adolescence, lui il a quand même presque 20 ans de plus, c'est assez choquant. Pour autant, j'ai pas trouvé ça forcément très glauque, ça va, il y a pas de scènes dégueulasses, quoi. Donc, on va surtout parler d'amour. Et voilà, bon, c'est quand même, si ma fille, le jour où elle a 15 ans, elle m'annonce qu'elle se met en couple avec un gars de 33-34 ans, je pense que je fais la fête au mec, hein, ça c'est certain, c'est pas quelque chose que j'accepterais, mais en tout cas, dans le texte, j'ai envie de vous dire que ça passe plus ou moins. Attention quand même, il y a une seule scène dans le texte qui est un peu sensible. On est sur un acte non consenti. Voilà, je n'en dirai pas plus, ça prend pas des pages et des pages, mais c'est mentionné à un moment donné, donc voilà, ça peut mettre mal à l'aise quand même. Mis à part ça, le reste, ça va. Donc voilà, il y a quand même 850 pages, donc autant vous dire que ça n'en finit pas. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout vu le temps passer. Je me suis pas ennuyée. On fait En fait, c'est assez comique parce qu'on fait des bonds dans le passé. En fait, c'est pour ça qu'on s'ennuie pas, je pense, parce que le rythme est soutenu et voilà, on voyage au travers des époques et vraiment, on s'ennuie pas. C'est très très bien, c'est bien écrit. Moi, je trouvais l'intrigue bien ficelée. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce roman, mis à part qu'il était top et que je comprends son succès. Vraiment, il est mérité et je le comprends. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré ce roman. Et j'ai très envie de lire du coup la suite qui est donc le livre des Baltimore. Voilà, j'ai envie de lire celui-là. Donc a été publié en 2015 celui-là.
voilà, à mon avis, je vais l'acheter et je le lirai prochainement. Sans doute encore cette année-ci, je verrai bien. Autant l'énigme de la chambre 622, j'ai pas aimé. Autant celui-ci, bah, j'ai trouvé vraiment très très bon. Et il est pas misogyne, ça va, à la place de la femme. Alors, les femmes tiennent pas une place extraordinaire dans son roman, on va pas aller jusque-là. Mais c'est moins pire que dans la chambre 622, quoi. Là, je trouve que ça passe quand même. Voilà, très bon roman que je vous conseille si vous aimez les thrillers. Moi, j'ai trouvé très chouette. Là, je suis en train de lire La femme de ménage de Freida McFadden et en fait, j'ai presque terminé et je pense que je vais finir aujourd'hui parce qu'il doit me rester même pas 100 pages et j'adore, c'est tellement bien. Ah, c'est très très chouette. Je l'ai lu à une vitesse, j'en reviens pas moi-même, c'était vraiment très chouette, mais je pense que cette vidéo est très longue. Je pense que ça fait 2 semaines que je filme des rushs, donc en fait je ne sais plus du tout où j'en suis par rapport à ce que j'ai filmé, mais il me semble que c'est quand même pas mal long, donc je crois que je vais arrêter la vidéo ici et je vous donnerai mon avis final sur ce roman dans le prochain vlog. Je vais donc vous quitter ici en espérant que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!